Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos, la volonté du peuple, la démocratie et la religion chrétienne. À première lecture, ces trois expressions, la volonté du peuple, la démocratie et la religion chrétienne semblent désigner des grandeurs historiques réelles. Il y a quelque chose dans le monde qui est la volonté du peuple, quelque chose d'autre qui est la démocratie, et quelque chose d'autre encore qui est la religion chrétienne. Il s'agit bien sûr ensuite d'essayer de se faire une idée du quelque chose, et là commencent déjà les mésaventures. Considérons le premier de cette petite série. Je n'ai personnellement pas la moindre certitude immédiate à propos de ce que veut le peuple auquel j'appartiens. Je vois bien autour de moi des gens qui veulent ceci ou cela, mais déjà dans mon entourage ils ne veulent pas tous la même chose. Comment donc saurais-je ce qu'ils veulent au loin, au-delà, et comment saurais-je, au loin, s'ils font encore partie de mon peuple ou déjà de celui d'à côté? On a l'habitude de voter dans mon peuple, de compter les réponses en oui ou non, quand une question est posée, et d'admettre que la décision résulte du vote majoritaire. Dès que le parti des oui dépasse ne serait-ce que de quelques poussières la barre des 50%, on admet que la question est résolue. Et on a très fortement tendance à commenter le résultat à l'aide de locutions du genre « Le peuple a décidé que… » telle a été la volonté du peuple. Il n'y a rien à redire contre l'usage métaphorique du langage. On ne commettra pas la sottise de se priver des ressources poétiques de nos manières usuelles de parler. On peut donc trouver plaisant de parler du résultat d'un vote majoritaire comme s'il s'agissait de la décision d'un monarque sans juger nécessaire d'expliciter le « comme si ». Quand mon ami me traite d'âne, son propos perdrait de sa charge sarcastique ou humoristique s'il y ajoutait lourdement le « comme si ». Mais il n'a évidemment pas voulu dire que j'en suis réellement un. En revanche, dans le champ politique, il y a bien des gens au lendemain d'une votation pour parler de la décision du peuple, de sa volonté, et de sa souveraineté comme s'ils savaient de quoi ils parlent. Le jour d'avant, ils étaient seulement angoissés par les sondages d'opinion. Et pour leur mentalité, il a suffi du simple comptage des voix pour qu'ils se mettent à désigner la grandeur mythique devant laquelle se prosterner. Telle est la conséquence navrante de l'oubli de la métaphore. Or ils comptent bien sur la souveraineté du peuple, pour se faire une idée de la démocratie. Abordons donc avec eux le deuxième terme de notre petite triade. Sans doute peut-on dire que la démocratie est le système politique dans lequel le peuple est souverain, quand on séjourne au niveau des rudiments, mais comme il s'agit d'une idée creuse, dès qu'on la détache de sa fonction métaphorique, il ne faudra pas s'attendre à en voir déduire des idées bien brillantes chez ceux qui la prennent pour fondement. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'opposé, admet pour point de départ la reconnaissance des droits naturels, inaliénables et sacrés, dont on peut condenser l'idée en parlant du droit de chacun à la liberté. Il en découle évidemment que nul humain ne doit être en condition d'esclavage à l'égard de quiconque, et que tous ont à s'entendre entre eux sur les limites de leurs libertés respectives. Il ne saurait donc y avoir d'autre source du pouvoir que ces accords en droit, pas d'autre détenteur de la souveraineté par suite que le peuple ou la nation, comme dit l'article 3 de la Déclaration. La situation de la pensée est donc ici assez étrange. Si elle part du droit de chacun à la liberté, elle rayonne dans de multiples directions, elle en tire une série de conséquences au nombre desquelles la souveraineté du peuple. Mais si elle part de celle-ci, elle n'est pas capable de retrouver sa source. Elle peut bien dire que le peuple veut l'égale liberté pour tous les citoyens, mais elle ne peut exclure qu'il en vienne un jour à décider le contraire à quelques poussières de majorité. On peut dire qu'elle se fait piéger si elle adopte la conséquence comme point de départ, si elle fait de la volonté du peuple, c'est-à-dire d'une idée creuse, le principe de la démocratie. La laïcité découle de la démocratie correctement comprise, l'affaire est entendue, et comme on sait, elle crée quelques problèmes aux deux confessions chrétiennes majeures, catholiques et protestantes. Sans doute en va-t-il encore de même pour d'autres traditions religieuses, mais commençons par celle-ci. La démocratie autorise ce genre de croyance pour autant qu'elle ne gêne pas. Croyez à votre guise ce que vous trouvez croyable, signifie-t-elle, pour autant que vous ne troubliez pas l'ordre public établi par la loi. Le problème posé aux fidèles par ce genre de signification est un problème de conscience. N'est-ce pas une trahison que de consentir à ce genre de limitation ? N'est-ce pas une trahison que de se reconnaître soi-même citoyen d'une démocratie quand on se targue d'être chrétien ?
À première vue, il y a deux chemins pour la pensée dans cette situation, à partir de l'idée que l'on se fait de la foi chrétienne. Ou bien on admet une coupure entre la vraie religion et la laïcité démocratique, et on supporte celle-ci comme une contrainte déplorable. L'atmosphère mentale qui s'installe alors s'exprime par la nostalgie de la chrétienté. Sur l'autre voie, on comprend que l'Évangile implique, par l'une de ses conséquences, le droit de chacun à la liberté et par suite, la démocratie dans le champ politique. Il est clair pour cette deuxième mentalité, que répondre au message originaire par la foi est autre chose que reconnaître le droit de chacun, mais que l'écoute de la parole est inconcevable en l'absence du respect des personnes. Du point de vue de la manière de penser, c'est donc un principe de dualité qui se met en place. Si un acteur décide de le mettre en œuvre, en l'occurrence, il reconnaît la valeur positive de la foi chrétienne, d'une part, et la valeur positive du sens démocratique, d'autre part. Il décide de reconnaître l'une et l'autre, mais à des moments différents et dans des contextes différents. Ceci revient à dire qu'au moment où il s'occupe de l'une, il fait abstraction de l'autre. Il la renvoie dans l'ombre, à l'arrière-fond de sa présente préoccupation, mais sans pour autant la rejeter ou la nier. Et il est en mesure de s'en expliquer en disant par exemple, que la foi chrétienne implique le respect des personnes. L'opposé du principe de dualité, c'est la simplification qui, au nom de l'une de ces valeurs, s'empresse de rejeter l'autre. Cette manière de penser est moins fatigante. Il y a un seul point de vue, dominant, dont on peut se réclamer dans tous les cas sans devoir se confronter à des complications. C'est bien à une simplification de ce genre que l'on cède, quand on se laisse aller à concevoir la démocratie à partir de la volonté souveraine du peuple. On laisse tomber alors la dualité des droits de l'homme et de la majorité des votants. Il convient quelquefois de nommer le piège de la simplification, et en ce sens, je nomme populisme la manière de penser et de parler qui admet la volonté du peuple et la souveraineté du peuple, comme une grandeur réelle fondamentale plutôt que comme une idée parmi d'autres dans une trame de pensée. L'investigation se développerait dans un champ de réalité relativement stable, si l'on avait affaire seulement au populisme politique. Mais voici que des sociologues attirent l'attention sur les visées du populisme évangélique. L'idée ici, si l'on peut ainsi dire, est de considérer la laïcité démocratique comme impie, et de chercher à conquérir les centres du pouvoir en y plaçant des chrétiens dûment sanctifiés par les signes extérieurs d'identification appropriés. Peut-être parviendra-t-on ainsi, à force d'enthousiasme, à faire des États-Unis une nation chrétienne, et plus près de nous, à convertir la Suisse, en commençant pourquoi pas par la ville de Genève. Puisque l'on est en régime démocratique, il suffira d'un vote majoritaire pour procéder à la révision en profondeur de la Constitution, et y inscrire peut-être l'obligation pour tout citoyen de souscrire au dogme de la vérité indiscutable de tout ce qui est écrit dans la Bible. Voici donc un troisième larron dans le système de la communication. À partir de la tradition chrétienne, il y avait auparavant la voie du regret de la chrétienté passée et celle de l'engagement dans la modernité. Viennent maintenant ceux qui adoptent sans sourciller les travers que dénonçaient les Lumières, conjoints à une série d'autres, sans doute postmodernes, qu'il eût été difficile d'imaginer. Dans ces conditions, il n'est peut-être pas dépourvu de sens de reprendre les questions au niveau d'une réflexion élémentaire. Dans cette intention, je propose ci-après de relire Le Citoyen de Hobbes 1588 à 1679, antérieur de quelques décennies au second traité du gouvernement civil de Locke, 1632 à 1704. La raison en est la suivante. Hobbes est au départ de la conception moderne du pacte social. Il en tire la thèse de la puissance sans partage du souverain, dans la société et par suite, celle de la subordination de la religion au souverain. Il y a donc quelque analogie floue entre ces thèses et celle du populisme, dont on peut penser qu'il ignore l'évolution qui s'est produite de Hobbes à Locke. Il convient de repartir de Hobbes si on cherche à combler cette lacune, mais alors au risque dûment assumé, d'argumenter lourdement pour établir ce que la mentalité démocratique a intégré depuis fort longtemps. Chapitre 1 Repartir de Hobbes, l'aliénation et la simplification par la puissance. L'évolution de la pensée, de Hobbes à Locke, aboutit à la philosophie démocratique. De l'accentuation de la puissance du souverain, on passe à celle du pouvoir législatif. Quand donc les courants populistes, aujourd'hui,
font état de la souveraineté du peuple comme du principe fondateur. Ils reviennent en deçà de Locke à quelques modes de pensée qui rappellent ceux de Hobbes. C'est donc de là qu'il convient de repartir pour débattre. Contre l'insouciance quelque peu cynique du « tout va bien, tout est normal », il n'y a pas de problème dans la société, Hobbes a mis en évidence la réalité des conflits parmi les hommes. Il n'est pas conforme à l'observation non plus qu'à l'analyse, de les ignorer ou de les occulter par la représentation d'une harmonie naturelle. À les considérer avec quelque attention, certains de ces conflits se manifestent par un mouvement typique, que l'on désigne volontiers aujourd'hui comme un mouvement typique de l'aliénation. On peut en esquisser la description formelle suivante, soit deux éléments, A et B. À l'effet positif de A sur B, en un premier temps succède l'effet négatif en retour de B sur A, en un deuxième temps. S'il y a un peu partout dans le monde humain, des phénomènes de ce genre, on voit bien qu'il serait assez simplificateur de voir partout une harmonie positive. On pourrait signaler, en un autre vocabulaire, l'intérêt historique de Hobbes. Il a insisté sur la réalité du mal dans le monde humain. À titre de vue d'ensemble introductive sur le citoyen de Hobbes, je définirai tantôt 4 types d'aliénation. Le conflit une fois mis en évidence, il reste à dire comment il se résout ou comment on propose de le résoudre. Il est fort tentant de considérer les acteurs ou les éléments d'un type d'aliénation comme des forces antagonistes et de conclure, en termes de puissance, que le plus faible se soumettra nécessairement au plus fort. Je propose de lire le texte de Hobbes en considérant qu'il ne suggère pas la même manière de penser quand il décrit l'aliénation, et quand ensuite il fait état de la causalité de la puissance. Quand il décrit l'aliénation, il fait état d'une interaction, c'est-à-dire en quelque sorte de l'action en retour de l'effet sur la cause. Quand il évoque la domination de la puissance, la causalité est à sens unique. 1. L'aliénation de la liberté individuelle par l'agressivité collective. Hobbes annonce la liberté en titre de la première partie de son livre. Il n'en élabore pas le concept, mais attire l'attention sur l'égoïsme et sur l'orgueil. La nature humaine est ainsi faite que chacun est en quête de son propre intérêt, de ce qui est utile à sa vie, et de ce qui lui permet de se trouver supérieur aux autres. L'idée floue de la liberté qui sous-tend la mise en évidence de ces deux passions pourrait s'expliciter par l'expression courante « je fais ce que je veux ». L'acteur A, l'individu, fait mouvement dans son champ d'action et ne prête pas attention à l'état de la collectivité. Or c'est là le deuxième élément que Hobbes met en lumière par l'intermédiaire d'une généralisation. Si chacun ne se soucie que de son propre intérêt à deux dimensions, l'égoïsme et l'orgueil, il en résulte partout le conflit des volontés, la guerre de tous contre tous. Pour qu'il soit censé de parler vraiment de guerre à ce propos, il faut évoquer, suivant Hobbes, le rapport de force élémentaire en vertu duquel le plus faible est en mesure de tuer le plus fort, notamment quand celui-ci dort. L'effet négatif en retour de la situation collective sur la liberté originaire est donc l'insécurité, la peur de se faire tuer. La menace de mort amoindrit notoirement le « je fais ce que je veux », suggéré comme point de départ de la théorie. Elle fait apparaître la volonté de se conserver soi-même, la propension naturelle à défendre sa vie, à survivre. Il ne s'agit plus tant de se mettre en quête de ce qui est utile, que de se prémunir contre ce qui est nuisible, et c'est l'orgueil qui ne trouve plus sa place dans ce repli consécutif à la peur. Il n'est plus question de viser à la supériorité sur autrui, quand le souci est d'éviter de subir sa domination. Le premier mouvement typique de la réflexion, à suivre Hobbes, part de la visée de la liberté de chacun, passe comme à sa conséquence nécessaire, à la guerre de tous contre tous, et revient à son point de départ pour l'amoindrir, au point de ne plus y voir que la visée de la conservation de soi. Il est donc clair que la réflexion est attentive à l'interaction entre la liberté individuelle et l'état de la collectivité, à cet aller-retour caractéristique une première fois, de l'aliénation. Il est clair également que cet aller-retour fait apparaître une première fois, la complexité de la réalité humaine. Au départ, la réflexion mettait en évidence la dualité de l'égoïsme et de l'orgueil. À l'arrivée, c'est la peur liée à l'insécurité qui retient l'attention. L'égoïsme et l'orgueil sont alors renvoyés dans l'ombre, à l'arrière-plan, comme l'était au départ, la peur et la tendance à se conserver. 2. L'aliénation de l'agressivité collective par la raison.
Il s'agit maintenant pour Hobbes de situer la morale dans le prolongement de sa première réflexion. Si l'on peut penser que les gens sont généralement hostiles les uns aux autres, il n'en est pas moins couramment reconnu qu'ils ne devraient pas l'être. Il est, ou serait, préférable de vivre en paix. C'est ce que signifie, d'un côté, la tradition morale et religieuse, mais c'est aussi ce dont chacun peut se convaincre par la réflexion. Pour rendre compte de cette visée de la paix, Hobbes fait apparaître un nouvel aspect de la complexité originaire, la raison. Et dès lors ce que montre la théorie à propos des gens, est aussi ce dont les gens sont susceptibles de prendre conscience. À partir de l'idée de l'état de guerre, la théorie met en évidence la tendance à la conservation de soi. Il s'agit en quelque sorte d'un axiome quand on cherche à se prononcer sur la nature humaine. On ne voit pas qu'il soit possible d'être homme et de ne pas vouloir vivre et survivre. La considération de l'état de guerre naturel a montré le vouloir vivre, à la racine d'abord cachée, de l'égoïsme et de l'orgueil. Il se trouve maintenant que le vouloir vivre exerce un effet négatif en retour sur l'état de guerre, il n'en veut pas, et par suite, la raison qui le prend pour axiome élabore la possibilité de la paix. Comment faut-il se conduire pour sortir de la guerre ou pour l'éviter ? Il faut se lier à autrui par contrat et tenir ses engagements. Si on se conduit ainsi, on ne sera pas en guerre, c'est évident pour la réflexion qualitative, et par suite généralement vrai. Si A et B se mettent d'accord à propos de leur interaction, et s'ils s'en tiennent au terme de leur accord, ils seront en paix l'un avec l'autre. À partir de cette réflexion, le passage à la forme de la loi naturelle est immédiat. Pour vivre en paix, il faut se lier par contrat et tenir ses engagements. Dans la foulée, Hobbes élabore une vingtaine de lois naturelles, qu'il désigne quelquefois au singulier comme la loi naturelle. Il s'agit de l'élaboration intellectuelle de ce qui devrait être pour que l'état de paix s'installe à la place de l'état de guerre. Il s'agit de la représentation par la raison de ce qu'implique le vouloir vivre. Hobbes admet que cette élaboration rationnelle rejoint l'essentiel de la tradition morale et religieuse. Qu'en est-il dès lors de l'aliénation de l'agressivité collective par la raison, dans la construction de la théorie ? Réponse. Il n'est plus possible de prendre vraiment au sérieux l'universalité de l'état de guerre naturel dès lors que les injonctions de la raison, génératrice de paix, sont inscrites dans la nature humaine, aussi nettement que l'égoïsme et l'orgueil, générateurs d'agressivité. Si donc c'est ce qui se manifeste maintenant, l'idée de la guerre naturelle apparaît rétrospectivement comme l'élucidation d'un aspect de la réalité qu'il faut mettre en balance avec la visée de la paix, dictée par la raison. On cède à une simplification erronée, si on ne veut pas de cette dualité. En ce qui concerne la réalité, les lois naturelles pour Hobbes ne parviendront pas à établir la paix parmi les hommes. Il faut tenir parole quand on s'est lié par contrat, soit, mais il serait naïf de le faire quand on ne peut être sûr que le partenaire le fera aussi, quand on n'a pas de bonnes raisons de lui faire confiance. L'état de paix, garant d'une sécurité sans faille en ce qui concerne l'agressivité d'autrui, ne résultera pas de l'obéissance aux lois naturelles. La coupure demeure entre ce qui est et ce qui devrait être. Pour Hobbes, il ne faut pas en rester là, dans la réflexion, il ne faut pas se satisfaire de cette tension en quelque sorte éthique, il faut en venir à l'idée de la puissance du souverain qui sera garante de sécurité. Mais comment faire pour arriver à poser cette idée ? 3. L'aliénation du pacte social par le souverain. On ne peut se fier à autrui, parce que son intérêt est peut-être de ne pas tenir ses engagements. On serait sûr que son intérêt est toujours de vivre en paix, s'il avait toujours peur du pire en cas de transgression. Par rapport aux deux acteurs A et B, liés par contrat, il faudrait donc, pour que règne la paix, qu'il existe un troisième acteur, C, détenteur d'une puissance telle qu'il menace A et B du pire dans le cas où ils ne s'acquitteraient pas de leurs obligations. Telle est l'idée du souverain, garant de la paix et de la sécurité dans le monde humain. C'est le pacte social, selon Hobbes, qui permet de concevoir l'origine de la souveraineté. Conscients de l'inefficacité des lois naturelles, les individus sont conçus comme se mettant tous d'accord pour transférer leur puissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.